Un millionnaire sans cœur abandonna son nouveau-né parce qu'il était sourd et muet. Lui et même vous ne vous attendiez pas à ce que plus tard, ce garçon revienne. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin froid d'hiver marqua le début d'une tragédie familiale qui laisserait des cicatrices pendant des décennies. Il s'assit avec la tête dans les mains, priant pour la première fois depuis des années. « Je suis vraiment désolé, monsieur Bennett, » dit le médecin d'une voix tremblante. « Nous avons tout fait pour sauver votre femme, mais les complications étaient tout simplement trop graves. » Matthew sentit le sol s'effondrer sous ses pieds et le bébé réussit à demander d'une voix faible. « Votre fils a survécu, » dit le médecin en hésitant brièvement, « mais il est né avec une condition spéciale. Il est sourd et muet. » Dans les semaines qui suivirent, Matthew sombra dans une profonde dépression. Le manoir, autrefois rempli de la chaleur et des rires de Lorraine, ressemblait maintenant à une tombe hantée par des souvenirs douloureux. Les pleurs du bébé résonnaient dans les couloirs, rappel constant de ce qu'il avait perdu. Teresa, la gouvernante, fit de son mieux pour s'occuper du nouveau-né, mais Matthew ne pouvait se résoudre à regarder l'enfant sans ressentir une douleur aiguë dans sa poitrine. « Monsieur, » dit Teresa un matin en tenant doucement le bébé Samuel, « votre fils a besoin de vous. Lorraine voudrait que vous preniez soin de lui. » Sa voix tremblait alors qu'elle tentait de raisonner avec lui. Matthew la regarda avec les yeux injectés de sang. « Ne mentionne pas son nom, » murmura-t-il sombrement. « Cet enfant m'a prise d'elle. Je ne peux même pas le regarder sans penser à elle. » Scott, l'assistant personnel de Matthew, observa la situation avec une inquiétude croissante. « Monsieur, » suggéra-t-il prudemment, « un jour, peut-être devrions-nous explorer d'autres options. Il existe d'excellentes structures spécialisées dans la prise en charge des enfants. » Matthew leva les yeux de son bureau, un éclat d'intérêt traversant son visage pour la première fois depuis des semaines. « Quel genre d'installation ?» demanda-t-il d'une voix lasse. La décision fut prise hâtivement, trop rapidement pour que quiconque puisse intervenir. Par un matin gris, Matthew ordonna à Teresa de préparer le bébé pour un départ en voiture. Il dit froidement, évitant son regard suppliant. Teresa serra Samuel fort, le cœur lourd d'un sentiment de destin imminent. « S'il vous plaît, monsieur, reconsidérez cela, » implora Teresa, mais ses mots furent accueillis par le silence. Le trajet en voiture fut silencieux et tendu. Matthew regardait par la fenêtre tandis que Scott conduisait vers les faubourgs de la ville. Samuel dormait paisiblement dans son siège auto, inconscient de ce qui l'attendait. Teresa avait pleuré en disant au revoir, mais Matthew lui avait interdit d'intervenir sous peine de licenciement. Le paysage urbain animé laissa place à des zones plus calmes et plus isolées. L'orphelinat était un bâtiment en briques usées, entouré d'un jardin envahi. Une femme d'âge moyen, avec une expression gentille mais sévère, les accueillit à la porte. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, ses yeux se fixant rapidement sur le bébé. Matthew maintint son attitude froide. Scott expliqua la situation. « Je n'ai pas la patience d'élever un enfant comme celui-ci, » dit Matthew en signant froidement les papiers renonçant à la garde. « C'est mieux ainsi pour tout le monde. » La femme, Madame Rosemary, serra les poings, luttant pour contenir sa colère. « Monsieur Bennett, votre fils n'est pas un fardeau, c'est un enfant qui a besoin d'amour, » dit-elle en essayant de raisonner avec lui. « Ma décision est finale, » répondit Matthew sèchement en remettant le bébé à Madame Rosemary. À cet instant, Samuel se réveilla, voyant son père s'éloigner, étendit ses petits bras vers lui, ses grands yeux remplis de larmes implorant silencieusement. Une scène déchirante alors qu'il tentait de tendre la main vers l'homme qui le laissait derrière. Matthew s'était déjà retourné, marchant résolument vers la sortie. Madame Rosemary berça le bébé contre sa poitrine, le berçant doucement tandis que des larmes coulaient sur son visage. « C'est d'accord, mon petit, » murmura-t-elle, sachant pertinemment que Samuel ne pouvait pas l'entendre. « Je prendrai soin de toi, » promit-elle en regardant la voiture noire disparaître sur le chemin de gravier, emportant l'homme qui venait de commettre l'un des actes les plus cruels. « Vous en êtes certain, monsieur ?» demanda Scott prudemment. « Il n'y a plus rien à discuter. » Matthew répliqua d'une voix aussi froide que le vent d'hiver extérieur, « Ce chapitre de ma vie est terminé, concentrons-nous sur les affaires. » Mais ses poings serrés sur ses genoux trahissaient le tumulte intérieur qu'il tentait désespérément de réprimer. De retour à l'orphelinat, les jours qui suivirent furent difficiles. Samuel pleurait incessamment, comme s'il comprenait qu'il avait été abandonné. Madame Rosemary passa des nuits blanches à bercer le petit garçon en fredonnant des berceuses qu'il ne pouvait pas entendre, mais dont les vibrations semblaient l'apaiser. « Cet enfant est spécial », confia-t-elle à sa collègue Kathleen. «
je le vois dans ses yeux. Il a une force que son père n'a jamais reconnue. » Pendant ce temps, au manoir, Teresa rassembla discrètement les affaires du bébé. Chaque petite tenue et chaque jouet inutilisé servait de rappel douloureux du destin cruel qui était tombé sur le petit Samuel. « Lorraine n'aurait jamais laissé cela arriver, » murmura-t-elle en rangeant tout dans des boîtes. Matthew l'entendit depuis le couloir mais choisit de rester silencieux. Cette nuit-là, il ordonna que toutes les boîtes soient données, refusant de laisser des souvenirs subsister dans la maison. L'hiver arriva avec une force implacable. Tandis que la neige recouvrait les terrains de l'orphelinat, Samuel commença à s'adapter à sa nouvelle réalité. Madame Rosemary s'émerveillait de la vive conscience du garçon de son environnement malgré sa nature calme. « C'est comme si ses autres sens compensaient ce qu'il ne peut pas entendre », remarquait-elle souvent à ses collègues. Pendant ce temps, Matthew se plongeait davantage dans son travail, développant son entreprise de construction avec une détermination presque obsessionnelle. Les réunions s'accumulaient, les contrats affluaient, et son nom commença à résonner dans les hautes sphères du monde des affaires. « Le travail est tout ce qui compte », rappelait-il fréquemment à Scott, qui s'inquiétait de plus en plus de la froideur et du détachement croissant de son patron. À l'orphelinat, Madame Rosemary commença à remarquer des traits extraordinaires chez Samuel. Le bébé répondait fortement aux vibrations et à la lumière, ses yeux suivant intensément les mouvements avec une concentration remarquable pour son âge. « Ce garçon a un don pour percevoir le monde à sa manière », expliqua-t-elle à Kathleen en regardant Samuel fixer les feuilles bruissantes à l'extérieur dans le jardin. Au fil des mois, Teresa commença à visiter l'orphelinat plus fréquemment, bien que toujours en secret. « Comment va le jeune homme ?» demandait Madame Rosemary chaque fois qu'elle voyait Teresa. « Il devient de plus en plus distant chaque jour », répondait Teresa d'une voix douce. Matthew avait retiré toutes les photos de Lorraine de la maison, comme si effacer le passé pouvait le faire disparaître entièrement. Pendant qu'elle parlait, Samuel rampait sur le sol, inconscient des conversations au sujet de son père. Les nuits au manoir étaient particulièrement hantantes pour Matthew. Il se retrouvait souvent à errer dans les couloirs vides, poursuivi par des souvenirs dont il ne pouvait s'échapper. Parfois, il s'arrêtait devant la chambre qui était censée être la chambre de Samuel, mais il ne pouvait jamais se résoudre à ouvrir la porte. Le silence dans la maison semblait se moquer de lui, rappel constant des rires qu'il n'entendrait jamais. Un jour, Scott osa, « J'ai entendu dire que l'orphelinat s'occupe bien du garçon. » Matthew lui lança un regard perçant. « Ne reparlez plus jamais de ce sujet, » répliqua-t-il sèchement. « Ce chapitre est fermé et enterré. » Pourtant, cette nuit-là, pour la première fois depuis l'abandon de Samuel, Matthew rêva du garçon. Il l'imaginait grandir sans un père pour le guider. Pendant ce temps, Madame Rosemary commença à documenter chaque petite étape que Samuel atteignait dans un journal. Un jour, elle écrivit « Je veux que tu connaisses toute ton histoire », sachant qu'il faudrait des années avant que Samuel puisse vraiment comprendre. Elle y consigna ses premiers sourires, ses tentatives de communication par des gestes et l'éclat dans ses yeux chaque fois que quelque chose attirait son attention. Un jour, alors que Matthew triait des papiers dans son bureau, il tomba sur une facture d'hôpital du jour de la naissance de Samuel. Pendant un instant fugace, son attitude froide se fissura et ses mains tremblèrent en tenant le document. « Lorraine » murmura-t-il dans la solitude de son bureau, « qu'ai-je fait ?» Mais en un instant, il reprit son calme, enfonça le papier dans un tiroir et retourna au travail. De retour à l'orphelinat, les premiers pas vacillants de Samuel furent célébrés par tout le personnel. Madame Rosemary versa des larmes de joie en regardant Samuel se traîner d'un meuble à l'autre, déterminé à se tenir debout de manière indépendante. « Il a la volonté de sa mère », remarqua Teresa, arrivée juste à temps pour être témoin du moment, et l'entêtement de son père, ajouta Madame Rosemary avec une voix teintée de mélange de tristesse et d'espoir. Ainsi, la première année de Samuel à l'orphelinat se déroula, marquant le début d'une histoire remplie à la fois de difficultés et de résilience. Tandis que Madame Rosemary prenait soin de lui avec un amour inébranlable et que Teresa veillait silencieusement sur lui, Matthew monta en puissance. Bien que son succès lui semblait de plus en plus vide, la décision qu'il avait prise ce matin d'hiver amer avait mis le père et le fils sur des chemins séparés. Seul le temps dirait si leur vie se croiserait à nouveau. Au fil des années, Samuel, maintenant âgé de 6 ans, faisait face aux luttes quotidiennes d'être différent. Son incapacité à parler ou à entendre faisait de lui une cible facile pour les brimades. Carlos, l'un des garçons plus âgés, était devenu son principal tourmenteur, menant un groupe qui trouvait du plaisir à taquiner le muet. « Regardez, voilà le muet !» criait Carlos pendant le petit déjeuner. Samuel, assis seul dans un coin de la salle à manger, gardait les yeux rivés sur son assiette,
serrant sa cuillère si fort que ses jointures devenaient blanches. Madame Rosemary observait de loin, le cœur brisé, sachant qu'intervenir trop souvent ne ferait qu'aggraver les choses. La vie à l'orphelinat suivait une routine rigide. Samuel se réveillait plus tôt que les autres enfants pour les éviter dans les salles de bain partagées. Pendant les leçons, il s'asseyait à l'arrière de la classe, essayant de rester invisible, tandis que Miss Kathleen, sa maîtresse, faisait tout son possible pour l'inclure dans les activités en utilisant des gestes et des dessins pour communiquer. Kathleen insista auprès du personnel, il a besoin d'aide spéciale. Elle croyait fermement que Samuel était intelligent, elle pouvait le voir dans ses yeux, dans sa façon d'observer et d'absorber tout ce qui l'entourait. Il a juste besoin d'une chance, insistait-elle. Mais Madame Rosemary, la directrice de l'orphelinat, soupirait souvent face aux ressources limitées et au manque d'instructeurs en langue des signes dans la région. Les nuits étaient particulièrement solitaires pour Samuel. Tandis que les autres enfants échangeaient des histoires et riaient dans leur couchette, Samuel restait éveillé, regardant la lune à travers la fenêtre. Parfois, il sortait un carnet en lambeaux que Madame Rosemary lui avait donné, l'utilisant pour dessiner les pensées et les sentiments qu'il ne pouvait exprimer par des mots, ses peurs, ses rêves, sa solitude. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Carlos un jour en lui arrachant le carnet des mains. « Ce ne sont que des gribouillis, répondit-il. Ses amis rirent tandis que Samuel tentait désespérément de récupérer son précieux carnet. La bagarre lui laissa un œil au beurre noir et son carnet fut ruiné, ses pages trempées par la pluie sur la cour de récréation. Plus tard ce soir-là, Madame Rosemary trouva Samuel trempé et sanglotant silencieusement alors qu'il essayait de rassembler les morceaux ruinés. « Oh mon doux garçon !» murmura-t-elle en le serrant dans ses bras. Bien qu'il ne puisse pas entendre ces mots, il pouvait sentir la chaleur et le réconfort dans ses bras. Cette nuit-là, elle lui donna un carnet plus robuste, plus grand et meilleur que le précédent. Il ne fallut pas longtemps avant que Kathleen ne remarque le talent caché de Samuel pour l'art. Malgré leur simplicité, les dessins de Samuel transmettaient des émotions profondes qui dépassaient la puissance des mots. « Regarde ça », dit Kathleen à Madame Rosemary en lui montrant l'un des croquis de Samuel. Il représente une famille sous un arbre avec un petit garçon entouré de ce qui semblait être des anges, dit-elle. Il dessine sa mère, murmura Madame Rosemary, les yeux brillants de larmes. Pendant ce temps, les visites secrètes de Teresa à l'orphelinat devenaient moins fréquentes au fil des années. Votre père a construit un empire, confia Teresa à Madame Rosemary lors d'une de ses visites en voyant Samuel jouer seul dans la cour. Mais chaque fois que je le vois, je remarque quelque chose qui manque dans ses yeux, quelque chose que le succès en affaires ne peut combler. Inconscient de ces conversations, Samuel poursuivait sa routine tranquille, trouvant du réconfort dans son art et la gentillesse de ceux qui se souciaient vraiment de lui. Malgré les nombreux défis qu'il affrontait, il développa une résilience tranquille qui étonna tous ceux qui l'entouraient. Lorsque les autres enfants le poussaient, il se relevait sans un mot. Lorsqu'il ruinait ses dessins, il créait simplement de meilleurs. Madame Rosemary observa comment ses expériences le façonnaient en un garçon réfléchi et observateur. Un jour particulièrement difficile pendant le déjeuner, Carlos renversa de la soupe sur Samuel. « Oups, je ne t'ai pas entendu me demander de bouger », ricana-t-il, provoquant les rires des autres. Samuel se leva calmement, se nettoya du mieux qu'il put, à la surprise de tous, offrit un petit sourire avant de s'éloigner. Sa réaction inattendue laissa Carlos tellement perplexe qu'il cessa de le harceler pendant des jours. Joshua, le bricoleur de l'orphelinat, remarqua également Samuel. Le garçon traînait souvent près de son atelier, regardant attentivement pendant qu'il réparait divers objets. « Tu veux apprendre ?» demanda Joshua un jour en utilisant des gestes. Samuel acquiesça avec enthousiasme et ainsi commença un mentorat discret mais impactant sous la direction de Joshua. Les compétences naturelles de Samuel avec ses mains s'épanouirent rapidement. Il devint connu pour réparer les jouets cassés, un talent qui commença à changer la façon dont les autres enfants le voyaient. Certains enfants commencèrent même à venir le voir lorsque leurs jouets avaient besoin de réparation, utilisant des gestes et des regards pour communiquer de manière simple. Madame Rosemary observa ces changements avec une joie tranquille. « Il trouve sa place », remarqua-t-elle à Kathleen. Malgré tout ce qu'il a enduré, il apprend à se connecter avec les autres à sa manière. Kathleen réfléchit à la récente réparation de Samuel de l'ancienne horloge de la salle de classe que tout le monde avait jugée irréparable. Les nuits n'étaient plus aussi solitaires pour Samuel. Bien qu'il ne puisse toujours pas participer aux conversations avec les autres enfants, il avait découvert un but dans son nouveau passe-temps. Assis sur son lit sous le clair de lune, il démontait et remontait de petits mécanismes que Joshua lui permettait d'emporter dans sa chambre,
trouvant la paix dans le rythme méthodique de son travail. Un dimanche matin, alors que les enfants jouaient dehors, Teresa fit l'une de ses visites secrètes. Cette fois, elle apporta une nouvelle importante. Matthew est fiancé, chuchota-t-elle à Madame Rosemary. Il essaie de reconstruire sa vie. Les deux femmes jetèrent un coup d'œil à Samuel, qui était absorbé par la réparation d'une vieille boîte à musique, inconscient de leur conversation. Les fiançailles de Matthew semblaient marquer un tournant dans les visites de Teresa. Celles-ci devinrent plus sporadiques jusqu'à ce qu'elles cessent complètement. C'est comme si elle essayait d'effacer son passé, réfléchit Madame Rosemary un soir en couchant Samuel. Le garçon, qui avait nettement grandi, ne demandait plus la gentille femme qui lui apportait de petits cadeaux. Les années passèrent, lorsque Samuel eut 8 ans, il avait développé une personnalité unique. Bien qu'il ne puisse communiquer verbalement, il avait une capacité extraordinaire à comprendre les émotions des gens à travers leurs expressions et leurs gestes. Il était devenu le confident silencieux de nombreux enfants de l'orphelinat, offrant du réconfort par sa présence calme et empathique. Ces années marquèrent une période charnière dans la vie de Samuel. Son talent pour réparer les choses cassées devint une métaphore de son propre parcours. Malgré les fractures causées par l'abandon, il avait trouvé un moyen de se reconstruire et d'aider les autres dans le processus. Madame Rosemary et Joshua échangèrent des regards fiers en voyant le garçon autrefois abandonné devenir quelqu'un de remarquable, comme si le destin avait quelque chose de plus grand prévu pour lui. Tout changea un matin de printemps lorsque Melissa arriva à l'orphelinat. L'enseignante d'art, connue pour son travail avec les enfants ayant des besoins spéciaux, fut immédiatement attirée par le garçon silencieux qui dessinait dans le coin de la cour. Ses dessins, bien que simples, portaient une profondeur émotionnelle qu'elle voyait rarement chez les enfants de son âge. « Qui est ce garçon » demanda Melissa à Madame Rosemary en désignant subtilement Samuel. Les yeux de Madame Rosemary s'illuminèrent alors qu'elle répondait « C'est Samuel, notre garçon spécial. Il ne peut ni entendre ni parler, mais il a un don extraordinaire pour s'exprimer à travers l'art. » Melissa s'approcha lentement, observant Samuel concentré sur son dessin. Leur première rencontre fut magique. Elle s'assit discrètement à côté de lui, sortit son carnet de croquis et commença à dessiner. Curieux, Samuel observa les traits de Melissa. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui parlait dans une langue qu'il pouvait pleinement comprendre. Melissa commença à visiter l'orphelinat 3 fois par semaine, apportant des fournitures d'art professionnel, des crayons de couleur, des aquarelles, des pinceaux et de petites toiles. Samuel absorbait chaque nouvelle technique avec une vitesse étonnante. Les dessins de Samuel commencèrent à prendre une nouvelle vie, évoluant de simples gribouillis à des œuvres vibrantes débordant d'émotions. Ces séances d'art hebdomadaires devinrent rapidement le point culminant de ses journées. Melissa ne lui enseignait pas seulement des techniques de dessin, mais trouvait également des moyens innovants de se connecter avec lui à travers l'art. Ensemble, ils développèrent un langage unique de couleurs et de formes où chaque trait portait une signification plus profonde. « C'est extraordinaire », partagea Melissa avec Madame Rosemary en examinant les progrès de Samuel. Son incapacité à communiquer verbalement a intensifié sa capacité à s'exprimer à travers l'art. Chaque pièce qu'il crée devient une fenêtre sur son âme. Madame Rosemary ressentit une immense gratitude qu'une autre personne puisse enfin voir la brillance qu'elle avait toujours reconnue chez Samuel. Les autres enfants de l'orphelinat commencèrent également à le voir différemment. Les moqueries diminuèrent à mesure qu'il remarquait l'enseignante d'art renommée lui consacrant tant de temps. Même Carlos, son ancien tyran, commença à s'intéresser au travail de Samuel, bien qu'il ne l'admette jamais ouvertement. Les dessins de Samuel commencèrent à décorer les murs de l'orphelinat, chacun racontant une histoire. Des portraits de ses camarades, des scènes de la vie quotidienne et des images récurrentes d'une femme ailée que tout le monde croyait représenter sa mère. Madame Rosemary archiva soigneusement chaque pièce, préservant un enregistrement de son parcours artistique. Un jour, Melissa arriva avec une nouvelle excitante. « Je veux organiser une petite exposition présentant les œuvres de Samuel », annonça-t-elle. « Les gens doivent voir son talent. » Au début, Madame Rosemary hésita, inquiète de l'exposer au monde extérieur, mais la détermination de Melissa et l'enthousiasme du garçon finirent par la convaincre. Les préparatifs de l'exposition devinrent un projet collaboratif impliquant tout l'orphelinat. Samuel se consacra à la création de nouvelles œuvres tandis que les autres enfants aidaient à encadrer ses dessins et à aménager l'espace. Melissa prit en charge l'invitation de personnalités influentes dans les communautés artistiques et de l'éducation spécialisée. Le mot de l'exposition parvint même à Teresa, qui n'avait pas visité l'orphelinat depuis des mois.
Lorsqu'elle arriva un après-midi et vit les progrès de Samuel, des larmes montèrent à ses yeux. « Si seulement son père pouvait voir cela », murmura-t-elle à Madame Rosemary. Matthew est tellement aveuglé par l'ambition qu'il ne peut pas reconnaître le talent extraordinaire de son fils. Le jour de l'exposition arriva avec une grande anticipation. La salle principale de l'orphelinat avait été transformée en une galerie d'art confortable. Les œuvres de Samuel, organisées par ordre chronologique, montraient son évolution de simple gribouillis à des pièces à couper le souffle capturant l'essence des émotions humaines. Les visiteurs étaient non seulement émerveillés par les compétences artistiques de Samuel, mais aussi émus par son histoire. « C'est remarquable comment cet enfant a trouvé sa voie à travers l'art », remarqua un critique local. Samuel, vêtu de ses plus beaux vêtements, se tenait timidement dans un coin, serrant fermement la main de Mélissa tout en observant les réactions des gens. Un moment particulièrement émouvant se produisit lorsqu'une famille de visite s'arrêta devant l'un des dessins les plus poignants de Samuel, un petit garçon tendant la main vers une figure s'éloignant. « Ce dessin raconte une histoire si puissante », commenta la mère, ignorant qu'il représentait le moment le plus douloureux de la vie de Samuel. Inspirée par le succès de l'exposition, Mélissa présenta une proposition audacieuse au conseil de l'orphelinat. « Samuel a besoin d'accéder à une éducation spécialisée », argumenta-t-elle passionnément. Avec les fonds recueillis en vendant certaines œuvres d'art, ils purent embaucher un instructeur en langue des signes et acheter des fournitures d'art professionnelles. La vie de Samuel commença à prendre un tournant dramatique après l'exposition artistique. Non seulement il commença à recevoir des cours de langue des signes, mais Mélissa obtint également des bourses d'études d'un prestigieux institut d'art pour enfants ayant des besoins spéciaux. Samuel serait le tout premier à bénéficier de ce programme. Joshua, qui avait été témoin de la transformation de Samuel de première main, installa un petit studio dans un coin de l'entrepôt. « Voici ton espace », lui communiqua-t-il en utilisant la langue des signes de base qu'il avait récemment apprise. Samuel répondit par un câlin chaleureux, sa façon la plus sincère d'exprimer sa gratitude. Les derniers jours de cette année marquèrent un tournant dans la vie de Samuel. Il n'était plus simplement l'enfant sourd et muet de l'orphelinat, mais un artiste émerge, quelqu'un qui avait découvert son but. Miss Rosemary préserva soigneusement une coupe du journal local couvrant l'exposition, espérant qu'un jour Samuel pourrait partager son succès avec ceux qui l'avaient autrefois abandonné. Pendant que Samuel trouvait son chemin à travers l'art, Matthew Bennett avait gravi les échelons pour devenir l'un des acteurs les plus puissants de l'industrie de la construction. Sa société, Bennett Construction, dominait le marché avec des projets de plus en plus ambitieux. Assis dans son bureau au dernier étage, Matthew examinait les rapports financiers avec un sourire satisfait. « Monsieur Bennett, les actionnaires attendent », annonça sa secrétaire. La salle du conseil était remplie d'hommes en costume coûteux, tous désireux d'entendre les derniers plans d'expansion. Scott, son bras droit de confiance, prépara la présentation avec un sourire confiant qui masquait des intentions plus sombres. « Nos prévisions ont triplé ce trimestre », annonça fièrement Matthew. « Ce n'est pas suffisant. Je veux que Bennett Construction devienne la plus grande entreprise du pays. » Les actionnaires applaudirent avec enthousiasme tandis que Scott prenait silencieusement des notes mentales pour son propre profit. Un après-midi, Scott entra dans le bureau de Matthew avec une proposition alléchante. « Monsieur, j'ai trouvé un moyen d'augmenter significativement nos marges bénéficiaires. » Son plan était simple mais risqué, réduire la qualité des matériaux de construction sans en informer les clients. « Es-tu sûr que cela ne causera aucun problème ?» demanda Matthew, bien que son ton suggérait que la décision avait déjà été prise. « Tout à fait certain, monsieur, » répondit Scott avec un sourire calculé. Avant que quiconque ne le remarque, les profits seront énormes. La vie personnelle de Matthew était aussi froide et peu accueillante que son bureau élégant en verre et en acier. Il s'était remarié avec une femme de la haute société nommée Victoria, mais leur mariage était plus une alliance stratégique qu'une relation fondée sur l'amour. Les conversations lors des dîners étaient rares, interrompues seulement par le tintement des couverts contre de la porcelaine fine. Teresa, qui travaillait encore au manoir, regardait avec tristesse son employeur devenir un homme complètement différent. Les photos de Lorraine avaient depuis longtemps disparu et personne n'osait évoquer le passé. « Il vit dans une cage dorée », remarqua Teresa un jour au cuisinier. Les projets de construction se multiplièrent à travers la ville. Tours d'appartements, centres commerciaux, immeubles de bureaux, tous arborant le logo de Bennett Construction. Matthew passait d'innombrables heures dans son bureau à contempler son empire en pleine expansion, ignorant les premiers signes de problème. Mason, un employé expérimenté du département de contrôle de la qualité,
commença à remarquer des divergences dans les matériaux. « Ça ne me semble pas juste », confia-t-il à un collègue pendant le déjeuner. Les matériaux utilisés ne respectaient pas les normes de sécurité. Les deux hommes savaient que signaler cela à la direction leur coûterait probablement leur emploi. Les rumeurs de pratiques douteuses chez Bennett Construction commencèrent à se répandre dans l'industrie. Les concurrents et les journalistes commencèrent à poser des questions approfondies sur la manière dont l'entreprise réussissait à terminer les projets si rapidement et à des coûts étonnamment bas. Matthew balaya ses inquiétudes avec le genre d'arrogance que seul le pouvoir peut fournir. Scott, son bras droit indispensable, était chargé de gérer les affaires plus discutables de l'entreprise. « Patron, j'ai fait en sorte que les inspecteurs détournent le regard », rapporta Scott, omettant soigneusement les pots de vin et les menaces qu'il avait utilisées pour y parvenir. Matthew ne prit pas la peine de demander des détails. Victoria, la nouvelle épouse de Matthew, commença à remarquer des changements troublants chez son mari. « Tu dors à peine, tu manges à peine », la réprimanda-t-elle lors de disputes houleuses. « Ce n'est que du travail et encore du travail. » Matthew l'ignora, absorbé par des piles de documents et des appels téléphoniques sans fin. Même pendant les repas, des fissures, à la fois figuratives et littérales, commençaient à apparaître dans l'Empire. Un bâtiment nouvellement achevé révéla ses premiers signes de dommages structurels. « Ce n'est rien de grave », assura Scott au conseil d'administration. « Juste quelques problèmes mineurs que nous pouvons réparer avec un peu de travail cosmétique. » Mais ce n'était que le début. Au manoir, Teresa, la gouvernante, gardait une surveillance silencieuse sur son employeur tandis que son ambition le consumait. Un soir, en nettoyant le bureau de Matthew, elle tomba sur une vieille photographie de Samuel cachée dans un tiroir. Elle la rangea rapidement lorsqu'elle entendit des pas approcher, mais la découverte la laissa profondément troublée. Pendant ce temps, des murmures de mécontentement se répandaient parmi les employés de niveau inférieur. « Avez-vous vu les rapports de sécurité » murmurait-il à voix basse. Il les falsifie, mais la peur du pouvoir de Matthew et de l'influence de Scott les empêchait de parler. Les tensions augmentèrent lors des réunions du conseil d'administration. Les actionnaires principaux exprimèrent leurs préoccupations concernant la stratégie d'expansion agressive de l'entreprise. « Nous grandissons trop vite », avertirent-ils. Matthew les fit taire avec des promesses de dividendes plus importants et des projections trop optimistes. Un jour, alors qu'il supervisait un chantier, Matthew eut un rare moment d'introspection en observant les travailleurs. Il se rappela brièvement ses propres débuts modestes. « Qu'est-ce que je suis devenu ?» se demanda-t-il. La pensée disparut aussi rapidement qu'elle était venue, enterrée sous le poids de nouveaux contrats et de délais pressants. Cependant, la presse commença à creuser plus profondément. Un journaliste implacable commença à poser des questions difficiles sur la qualité des matériaux et les pratiques de travail. Scott prit en charge la gestion de la situation, mais les questions continuaient de s'accumuler. Matthew commença à souffrir visiblement de la pression croissante. Les nuits blanches devinrent routinières et son comportement autrefois glacial devint volatile. Après une dispute particulièrement houleuse avec Victoria au sujet de ses habitudes de travail obsessionnelles, elle fit ses valises et partit, ne laissant derrière elle qu'une note « Tu es devenu un monstre ». Sentant la vulnérabilité de Matthew, Scott saisit l'opportunité pour renforcer sa propre emprise sur l'entreprise. « Pas de souci, monsieur », assura constamment Scott. « Je m'occuperai de tout. » Sans s'en rendre compte, Matthew cédait progressivement de plus en plus de contrôle à son assistant rusé. De manière inattendue, le premier désastre majeur se produisit. Un immeuble d'appartements nouvellement construit commença à montrer des fissures alarmantes. Les résidents furent évacués au milieu de la nuit. Au matin, des images dévastatrices inondèrent les informations. L'empire de Matthew commençait à s'effondrer. « C'est impossible », rugit-il lors d'une réunion d'urgence. Tout était censé être sous contrôle. Scott resta étrangement silencieux tandis que les ingénieurs présentaient des rapports détaillés révélant des défaillances structurelles causées par des matériaux de qualité inférieure. En quelques jours, d'autres projets commencèrent à montrer des problèmes similaires. Les médias attaquèrent l'entreprise sans relâche, les actionnaires exigèrent des réponses et les clients intentèrent des poursuites multimillions de dollars. L'empire que Matthew avait si soigneusement construit s'effondrait devant ses yeux, tout comme les bâtiments mal construits. Pendant ce temps, Teresa observait silencieusement depuis les ombres du manoir, pensant au petit Samuel et à la manière dont l'ambition débridée de son patron avait conduit à ce point. « L'argent et le pouvoir ne peuvent pas combler le vide de l'âme », murmura-t-elle en dépoussiérant une autre pièce vide. Les jours de Matthew en tant que PDG de Bennett Construction étaient comptés,
bien qu'il ne le sache pas encore. Son empire ne s'effondrait pas à cause de forces extérieures, mais à cause de la corruption qui l'avait permis de prospérer sous sa surveillance. Aveuglé par l'ambition et la quête du pouvoir, Matthew déclare lors de ce qui serait leur dernière réunion privée, « Les actionnaires ont appelé une réunion extraordinaire. Son-on été différent cette fois, presque triomphant. » Matthew s'enfonça profondément dans son fauteuil en cuir, regardant par la fenêtre du bureau la ville qu'il croyait autrefois lui appartenir. L'homme qui avait sacrifié tout pour le pouvoir, même sa relation avec son propre fils, était sur le point de faire face à sa chute ultime. La réunion extraordinaire des actionnaires était prévue pour lundi matin. Le siège de Bennett Construction bourdonnait d'une activité inhabituelle, les journalistes encombraient l'entrée tandis que des rumeurs sur la disparition imminente de Matthew Bennett circulaient à chaque étage. Les résultats de l'enquête sont concluants, annonça le président du conseil. Les matériaux utilisés dans nos 20 derniers projets ne respectaient pas les normes de sécurité minimales. Matthew, assis au bout de la table, gardait une expression impassible tandis que son monde s'effondrait autour de lui. Scott prit la parole de manière surprenante en tant que directeur des opérations. « Je dois signaler que toutes ces décisions ont été approuvées par M. Bennett. La trahison, bien que anticipée par certains, tomba comme un coup brutal. » La salle bourdonnait de murmures alors que Matthew serrait les poings sous la table. Les preuves étaient accablantes. Documents, courriels et factures falsifiées pointaient tous vers un système de corruption systématique. « Nous n'avons pas seulement mis des vies en danger, » déclara un actionnaire principal. « Nous avons détruit la réputation de cette entreprise. » Les médias reçurent des fuites détaillées sur le scandale « Empire de mensonges », la fraude derrière Bennett Construction fit la une des journaux. Les actions de l'entreprise chutèrent en quelques heures, emportant avec elle la fortune personnelle de Matthew. Victoria, qui était revenue brièvement pour récupérer ses affaires, trouva Matthew dans son bureau. « Je te l'avais dit », dit-elle simplement avant de partir définitivement. Le son de ses talons résonnant dans le couloir marqua la fin définitive de leur mariage. Depuis la cuisine, Teresa observa son patron sombrer plus profondément dans sa propre misère. Un matin, Matthew entendit une suggestion audacieuse d'un assistant, « Monsieur, peut-être que c'est une opportunité de… » Mais avant que la phrase ne soit terminée, Matthew explosa, les réduisant au silence par un rugissement qu'il ne pouvait supporter. Des conseils ou des consolations furent impossibles. Pendant ce temps, des demandes de tous côtés affluaient dans une vague implacable de propriétaires d'appartements, d'investisseurs et de contractants, tous réclamant une compensation. L'équipe juridique de Matthew l'avertit que sa position était intenable, la faillite personnelle menaçait. Scott, d'autre part, avait disparu, emportant une somme importante de l'entreprise. Les enquêtes révélèrent qu'il avait comploté sa sortie depuis des mois, sécurisant des comptes offshore et protégeant son avenir. Faites-nous savoir si vous écoutez cette partie de l'histoire en laissant un commentaire tomate ci-dessous. Merci beaucoup. Lors d'une réunion désespérée du conseil, Matthew fit une faible tentative pour défendre sa direction, affirmant « Tout ce que j'ai fait était pour le bien de l'entreprise ». Les regards de mépris et de pitié qu'il reçut piquèrent plus que toute attaque verbale. Les nouvelles de sa chute atteignirent même l'orphelinat. Lorsque Madame Rosemary lut le journal du matin, elle poussa un profond soupir. Samuel, maintenant adolescent, remarqua son malaise mais ne pouvait imaginer que les gros titres concernaient son propre père. Matthew commença à vendre ses possessions une par une, son manoir, ses voitures de luxe et ses œuvres d'art précieuses, toutes liquidées pour régler les réclamations croissantes. À travers tout cela, Teresa resta loyale, refusant de partir même lorsque Matthew ne pouvait plus lui payer son salaire. Des employés de longue date commencèrent à s'exprimer, « Il a toujours été comme ça », dit un superviseur aux enquêteurs. Monsieur Bennett sacrifierait tout pour le pouvoir, même son propre fils. Le nom de Samuel commença à apparaître dans les rapports médiatiques, menaçant de révéler des secrets que Matthew avait lutté pour garder enterrés. Une nuit particulièrement sombre, il se retrouva à feuilleter de vieilles photos rangées dans un coffre-fort. Parmi elles se trouvait la dernière photo de Lorraine et une image floue de Samuel bébé. L'alcool dans son système ne pouvait pas engourdir le poids de ses regrets émergents. Les autorités lancèrent une enquête criminelle. Les accusations étaient sévères, fraude, négligence criminelle, falsification. Matthew regarda son nom autrefois célébré devenir synonyme de cupidité et de corruption. Un matin, Teresa le trouva évanoui dans son bureau, entouré de bouteilles vides et de papiers éparpillés. Parmi le désordre se trouvaient des dessins que Samuel avait fait enfant à l'orphelinat, que Teresa avait discrètement conservés au fil des ans. Le coup final arriva sous la forme d'une lettre. «
Le conseil d'administration avait unanimement voté pour retirer Matthew de toutes les positions au sein de l'entreprise. L'avis formel était froid et sans cérémonie, dépourvu de toute mention de ses années de service ou de ses réalisations passées. Cela marqua la fin définitive de son règne. L'isolement devint son compagnon constant. Ceux qui autrefois le flattèrent évitaient maintenant le contact visuel dans la rue. Son téléphone cessa de sonner, les invitations disparurent et le silence dans sa maison vide devint assourdissant. L'empire qu'il avait construit s'était transformé en prison. La presse rapportait quotidiennement de nouvelles révélations de corruption chez Bennett Construction. Matthew ne pouvait plus sortir sans être reconnu et condamné. Les restaurants qui autrefois rivalisaient pour sa présence le refusaient désormais à la porte. Au milieu de sa chute, Matthew commença à avoir des rêves récurrents de Lorraine et Samuel. Dans ses visions, sa femme le regardait avec déception, berçant leur fils dans ses bras. Est-ce que cela en valait la peine ? Semblait-il demander en silence. Il se réveillait en sueur, hanté par les fantômes de ses choix passés. Le manoir, dernier vestige de sa gloire passée, devait être vendu. Teresa, les larmes aux yeux, emballa les derniers effets de son employeur. « Monsieur, murmura-t-elle, il y a toujours une chance de bien faire les choses. » Pour la première fois depuis des années, Matthew ne put plus maintenir sa façade d'indifférence froide. Les avocats l'avaient informé que tout était perdu. Les poursuites avaient épuisé ses finances et l'enquête criminelle avançait sans relâche. « Je vous recommande de coopérer avec les autorités », conseilla son avocat. « C'est votre seule chance d'éviter la prison. » Un après-midi, alors qu'il errait dans les rues de la ville qu'il avait autrefois dominée, Matthew s'arrêta devant une galerie d'art. Dans la vitrine, une peinture frappante attira son attention, un enfant solitaire se tenant sous un ciel orageux. Pendant un bref instant, il pensa voir le reflet de son fils abandonné dans l'image. Les derniers jours de Matthew dans son empire effondré furent remplis de solitude et d'amertume. Assis seul dans une chambre d'hôtel miteuse, il regardait les lumières de la ville qui ne lui appartenaient plus. L'homme qui avait sacrifié tout pour le pouvoir n'avait plus rien. Teresa, dans un dernier acte de loyauté, lui remit une enveloppe remplie de photographies et d'articles qu'elle avait sauvegardés au fil des ans. « Peut-être est-il temps de se souvenir de ce qui compte vraiment », dit-elle avant de partir. Parmi les images se trouvait celle de Samuel à l'orphelinat, un rappel douloureux du plus grand péché de Matthew. Le dernier chapitre de la chute de Matthew Bennett se déroula à l'aube. Les gros titres annonçaient que l'entreprise qu'il avait construite était reprise par un nouveau propriétaire. Il ignorait que le destin lui réservait une dernière surprise, une qui ébranlerait les fondations même de son existence. Les traces restantes de son empire s'estompaient comme une brume de deuil. Matthew Bennett, autrefois un homme d'affaires puissant, était devenu une ombre de lui-même, un témoignage vivant de la manière dont une ambition incontrôlée peut détruire non seulement des fortunes mais aussi des âmes. La tension était palpable le jour de la reprise de l'entreprise. Les actionnaires et les dirigeants se réunirent dans la salle de conférence principale, impatients de rencontrer l'acheteur mystérieux qui avait acquis la majorité des actions. Matthew, obligé d'assister dans le cadre de la transition, était assis dans un coin, une version creuse de lui-même. Le murmure s'arrêta lorsque les portes s'ouvrirent brusquement. Un jeune homme élégamment vêtu entra dans la salle avec détermination. Sa présence imposait immédiatement l'attention, mais c'était son identité qui laissa tout le monde stupéfait. « Bonjour », dit-il fermement. « Je suis Samuel Bennett, votre nouveau PDG. » Le visage de Matthew devint blafard lorsqu'il reconnut l'homme confiant et réussi debout devant lui, le même garçon qu'il avait abandonné des années auparavant. Les souvenirs de l'orphelinat, les larmes du jeune Samuel et ses propres choix sans cœur le submergèrent. Les mains de Matthew commencèrent à trembler de manière incontrôlable. « Comme vous pouvez le voir dans les rapports devant vous, » continua Samuel avec professionnalisme, « j'ai un plan clair pour restructurer l'entreprise. » Ces mots étaient précis, mais ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent ceux de Matthew, portaient des années de douleur réprimée. Le plan de Samuel était méticuleux. Il présenta une stratégie complète pour restaurer la réputation de l'entreprise, nouvelles normes de qualité, transparence totale dans les opérations et compensation pour ceux affectés par les constructions défectueuses. Les actionnaires hochèrent la tête en signe d'approbation, impressionnés par sa vision. « Mais il y a une chose de plus », annonça Samuel en verrouillant son regard avec celui de Matthew. « Ceux qui sont responsables des pratiques corrompues du passé seront tenus responsables. » La salle tomba dans un silence assourdissant. En commençant par l'ancien président, Matthew Bennett, Samuel tenta de parler, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. Il se leva, hésitant, tentant de sauver une parcelle de dignité. «
Samuel, commença-t-il, mais son fils l'interrompit d'un geste ferme. Monsieur Bennett, je suis Monsieur Samuel, dit-il froidement. Vous avez perdu le droit de m'appeler votre fils il y a longtemps. La réunion se poursuivit avec Samuel détaillant les changements immédiats dans la direction de l'entreprise. Chaque décision et nouvelle nomination sapaient davantage l'empire que Matthew avait construit. Chaque annonce était accueillie par des applaudissements des actionnaires tandis que Matthew s'enfonçait plus profondément dans son fauteuil. Le moment le plus dévastateur arriva lorsque Samuel présenta des documents prouvant l'implication directe de Matthew dans toutes les activités frauduleuses. Comme vous pouvez le voir, dit Samuel d'une voix mesurée et calme, rien de tout cela n'était accidentel. Chaque décision qui a mis des vies humaines en danger était délibérée et approuvée au plus haut niveau. Les anciens alliés de Matthew évitèrent son regard tandis que Samuel continuait de révéler la vérité sordide de l'entreprise. Pendant des années, Samuel déclara, cette entreprise fonctionnait sur une base de cupidité et de corruption. Aujourd'hui, cela s'arrête. Chaque mot frappait comme un poignard, non seulement contre les pratiques corrompues mais aussi contre l'homme qui avait autrefois été son père. Monsieur Bennett, annonça Samuel d'un ton glacial et formel, vous êtes officiellement limogé de tous vos rôles chez Bennett Construction. La salle tomba dans un silence. Tous les regards étaient fixés sur Matthew, attendant sa réaction, mais il resta assis là, vaincu, incapable de rencontrer le regard perçant de son fils. La transformation était frappante. Samuel, l'enfant muet que Matthew voyait autrefois comme un fardeau, se tenait maintenant debout en tant que leader respecté. Malgré sa façon unique de communiquer, utilisant une combinaison de langue des signes et un interprète professionnel, Samuel imposait la salle avec clarté et autorité. La compensation pour les victimes commencera immédiatement, continua-t-il. Cela inclura la liquidation de tous les actifs personnels de M. Bennett. Matthew sentit les derniers vestiges de sa richesse disparaître, mais le coup le plus dur fut la justice poétique d'avoir son propre fils livrer sa chute. Les actionnaires approuvèrent à l'unanimité les propositions de Samuel, un par un ils exprimèrent leur confiance en sa direction. C'est rafraîchissant de voir l'intégrité et la compassion dans cette salle de conférence, commenta un membre senior en lançant un regard accusateur à Matthew. Lorsque la réunion se termina, Samuel sortit sans regarder en arrière. Dans un dernier effort, Matthew appela « Fils, s'il te plaît ». Samuel fit une pause, le dos droit, mais ne se retourna pas. Le message était clair, certaines portes étaient fermées pour toujours. Alors que Matthew rassemblait ses affaires du bureau qu'il avait autrefois dominé, les employés regardaient en silence stupéfait. Certains murmuraient sur l'ironie du destin, d'autres sur la justice divine. Pendant ce temps, Samuel était déjà en réunion avec sa nouvelle équipe de direction, mettant en œuvre des réformes immédiates. Teresa, que Samuel avait invitée à assister à la transition, se tenait tranquillement dans un coin, les larmes coulant sur son visage. Des années de douleur et de secret avaient culminé en ce moment. Elle regardait Samuel, maintenant un homme confiant et réussi, parcourir les couloirs avec la même détermination qu'il avait montrée autrefois dans ses dessins d'enfance. L'histoire d'un fils abandonné revenant pour sauver l'entreprise de son père attira rapidement l'attention des médias. Les gros titres soulignaient non seulement le tournant dramatique des événements, mais aussi le parcours inspirant de résilience de Samuel. Pour la première fois, Matthew apprit les réalisations de son fils à travers les journaux, découvrant une vie de succès qu'il avait choisi d'ignorer. « Mon père m'a quitté parce qu'il me voyait comme un fardeau », partagea Samuel lors d'une interview en utilisant la langue des signes. « Mais chaque obstacle m'a rendu plus fort. Je ne suis pas ici pour la vengeance, je suis ici pour chercher la justice et la rédemption pour cette entreprise. » La traduction de son interprète portait un poids que Matthew n'avait jamais imaginé que son fils était capable d'exprimer. Au cours des semaines suivantes, le transfert de pouvoir entraîna des changements radicaux. Samuel introduisit des politiques révolutionnaires, des protocoles de sécurité améliorés, des audits transparents et des programmes de compensation robustes. Sous sa direction, l'entreprise, autrefois synonyme de corruption, commença sa transformation en un phare d'intégrité corporative. Les employés remarquèrent immédiatement le changement de culture au travail. Malgré sa condition, Samuel communiquait plus efficacement que son père ne l'avait jamais fait. Il lança un programme de langue des signes à l'échelle de l'entreprise, favorisant une culture d'inclusion et de respect mutuel. Melissa, l'enseignante d'art qui avait reconnu le talent de Samuel à l'orphelinat, fut nommée directrice de la nouvelle fondation de l'entreprise dédiée au soutien des enfants en situation de handicap. « Je n'oublierai jamais d'où je viens », dit Samuel lors de l'inauguration de la fondation. « Maintenant,
j'utilise mon succès pour aider les autres. Madame Rosemary, invitée en tant qu'invitée d'honneur, ne put retenir ses larmes en voyant Samuel diriger une réunion exécutive en langue des signes. Elle lui dit « J'ai toujours su que tu étais spécial, mais tu as dépassé tous mes rêves pour toi. » Pendant ce temps, Matthew se retira dans un appartement modeste en périphérie de la ville. Chaque matin, il lisait les accomplissements de son fils dans les journaux, submergé par un mélange amer et doux de fierté et de regret. À chaque nouveau succès, le poids de sa décision d'abandonner Samuel pesait plus lourdement sur lui. Les derniers jours de la transition furent les plus difficiles. Samuel ordonna un audit complet de toutes les décisions prises durant le mandat de son père, exposant des années de mauvaise gestion et de corruption. Chaque révélation servait de rappel brutal de l'héritage toxique que Matthew avait laissé derrière lui. Les bureaux de l'entreprise subirent une transformation complète, tant physiquement que symboliquement. Les portraits de Matthew furent remplacés par des œuvres d'art créées par des enfants en situation de handicap. Le message était clair, une nouvelle ère d'inclusion, d'intégrité et de but avait commencé. L'histoire culmina dans une image puissante de Samuel debout dans l'ancien bureau de son père, regardant la ville à travers les fenêtres du sol au plafond. Dans ses mains, il tenait un vieux dessin qu'il avait fait à l'orphelinat, montrant un jeune garçon atteignant les étoiles. Ce rêve s'était enfin réalisé. Dans les jours qui suivirent, Matthew ressentit pleinement l'impact de sa chute. Son appartement de luxe fut remplacé par un humble foyer loin de la ville animée qu'il avait autrefois commandée. Ces matins, autrefois remplis de réunions et de décisions critiques, s'étiraient désormais dans le silence. Teresa, fidèle jusqu'à la fin, proposa de rester à ses côtés. Mais Matthew a décliné d'y aller. « Teresa, dit-il d'une voix dépourvue de son ancienne arrogance. Trouve un emploi chez quelqu'un qui mérite ta loyauté. » Pour la première fois depuis des années, il a montré une véritable considération pour quelqu'un d'autre. Les nouvelles des réalisations de Samuel en tant que chef de l'entreprise parvenaient quotidiennement à Matthew. Chaque gros titre était un rappel douloureux de tout ce qu'il avait perdu, non seulement son entreprise, mais aussi la chance de voir son fils devenir l'homme remarquable qu'il était devenu. Les photographies de Samuel, présentées dans des magazines économiques, le dépeignaient comme un leader respecté, admiré pour son intégrité et sa vision. Un jour, en errant sans but dans les rues de la ville, Matthew se retrouva devant une église locale. Le rire des enfants attira son attention. C'était une cuisine communautaire où des bénévoles servaient des repas aux familles dans le besoin. Quelque chose dans ces rires lui rappelait Samuel qu'il avait laissé derrière lui. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» demanda-t-il à une bénévole avec hésitation. La femme, ne le reconnaissant pas, sourit chaleureusement et lui tendit un tablier. « Nous pouvons toujours utiliser une paire de mains supplémentaires, dit-elle. Pour la première fois depuis des décennies, Matthew se retrouva à servir les autres au lieu d'être servi. Ses journées à la cuisine communautaire devinrent rapidement une routine. Ancien magnate de la construction, Matthew apprit à éplucher des pommes de terre, laver la vaisselle et servir des repas. Les personnes qui venaient à la cuisine ne savaient pas qui il était, et dans cet anonymat, il découvrit une consolation inattendue. Parmi les enfants qui fréquentaient la cuisine, Matthew rencontra Martin, un garçon de 9 ans qui lui rappelait douloureusement Samuel. « Ma maman est décédée », Martin partagea un jour, « et ma grand-mère est vraiment malade. » Le cœur endurci de Matthew résonna avec l'histoire du garçon. Le bénévolat commença à susciter un changement profond en lui. Les sourires reconnaissants des familles, les histoires de lutte et de survie révélaient un monde que Matthew avait ignoré dans sa quête incessante de pouvoir et de richesse. Chaque jour, il apprenait de nouvelles leçons d'humilité et de compassion. Un après-midi, en organisant des dons, il tomba sur une boîte remplie de fournitures artistiques. Les crayons de couleur et les carnets de croquis lui rappelèrent des souvenirs doux amers des dessins de Samuel que Teresa avait soigneusement gardés pendant des années. Les larmes aux yeux, Matthew décida de créer un petit coin artistique pour les enfants de la cuisine. Martin devint l'un de ses visiteurs les plus fréquents. « Tu sais, ma grand-mère ne peut pas se permettre des crayons de couleur », confia Martin un jour en dessinant. L'histoire du garçon, si similaire et pourtant si différente de celle de Samuel, éveilla quelque chose de profond dans le cœur de Matthew. Ce soir-là, il utilisa ses maigres économies pour acheter des fournitures artistiques pour Martin. La nouvelle du travail de Matthew à la cuisine communautaire finit par parvenir à Samuel par l'intermédiaire de Teresa, qui gardait un œil sur son ancien employeur. « Il a changé », dit-elle à Samuel lors d'une visite. « L'homme que nous connaissions n'existe plus. » Samuel écouta en silence, son expression impénétrable alors qu'il traitait ses mots.
Les autres bénévoles observaient la transformation de Matthew. La femme qui lui avait d'abord tendu le tablier, Karina, remarqua comment l'homme autrefois réservé et triste avait progressivement changé. Il y a une lueur dans ses yeux quand il travaille avec les enfants, remarqua-t-elle à ses collègues. Un matin, en aidant Martin avec un dessin, le garçon lui demanda « As-tu des enfants ?» La question frappa profondément Matthew. Après une longue pause, il répondit « Oui, mais j'ai commis une terrible erreur avec lui. » C'était la première fois qu'il admettait ouvertement sa culpabilité. Son travail à la cuisine devint un chemin vers la rédemption personnelle. Matthew commença à appliquer ses compétences en gestion pour améliorer les opérations de la cuisine. Il introduisit des systèmes de dons plus efficaces, de meilleurs horaires pour les bénévoles et trouva de nouvelles ressources. Un après-midi, en nettoyant les tables après un service de repas, Matthew trouva un journal abandonné dans la section des affaires. Un article soulignait comment Samuel avait lancé un programme de responsabilité sociale d'entreprise chez Bennett Construction, axé sur le soutien des cuisines communautaires. Matthew ne pouvait échapper à l'ironie. La grand-mère de Martin était gravement malade et Matthew se retrouva à aider la famille à naviguer dans les complexités du système de santé publique. Puisant dans ses dernières connexions, il parvint à obtenir des soins médicaux appropriés. Pour la première fois, il ressentit la satisfaction d'utiliser son influence restante pour aider les autres plutôt que lui-même. À l'approche de l'hiver, la soupe populaire connut un afflux de familles dans le besoin. Matthew travailla sans relâche, arrivant tôt et restant tard dans la nuit. Un soir, alors qu'il verrouillait le bâtiment, il réalisa que c'était la première fois qu'il se sentait vraiment utile de toute sa vie. Karina, remarquant les changements en lui, lui demanda un jour « Pourquoi continues-tu à revenir ici ?» Matthew jeta un coup d'œil aux enfants jouant dans le coin artistique avant de répondre « Parce que j'apprends ce que cela signifie vraiment d'être humain, quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a longtemps. » Sa transformation atteignit son apogée lorsqu'il organisa une modeste foire artistique pour présenter les dessins des enfants. L'événement, bien que petit, attira l'attention de la communauté locale. Les enfants rayonnant de fierté en exhibant leurs œuvres rappelaient douloureusement à Matthew le talent artistique de Samuel, quelque chose qu'il n'avait pas su reconnaître par le passé. Pendant la foire, une journaliste locale s'approcha de Matthew pour une histoire sur la soupe populaire. Ignorant son identité, elle lui demanda à propos de son travail avec les enfants. « Chacun d'eux a un don unique, dit-il, sa voix vacillant en pensant à Samuel. Ils méritent quelqu'un qui croit en eux. » Teresa apparut de manière inattendue à la soupe populaire un jour, surprenant Matthew. « Samuel lit chaque rapport sur cet endroit, lui dit-elle. Il sait que tu es ici. » Matthew sentit son cœur s'arrêter un instant. « Il le fait, demanda-t-il, sa voix tremblante. Teresa n'offrit qu'un sourire doux avant de partir. Lorsque la nouvelle de la grand-mère de Martin ayant besoin d'une opération coûteuse éclata, toute la communauté de la soupe populaire se rassembla dans un dernier acte d'altruisme. Matthew vendit sa dernière montre de luxe pour contribuer aux frais. « Pourquoi fais-tu cela pour nous ?» demanda Martin, confus. « Parce que tout le monde mérite une seconde chance, » répondit Matthew en pensant à son propre fils. Cette nuit-là, Matthew s'assit seul dans sa chambre modeste, tenant une vieille photographie de Samuel bébé. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'il murmurait « J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, mon fils, non pas pour mon bien, mais parce que le pardon libérera ton cœur, tout comme aider les autres à libérer le mien. » Matthew s'était installé dans un nouveau rythme à la soupe populaire lorsqu'il reçut une lettre qui allait tout changer. L'enveloppe portant le logo de Bennett Construction contenait une brève note. Demain, 10 h, bureau principal. Samuel Bennett, PDG. Ses mains tremblaient en lisant les mots. Le lendemain matin, Matthew enfila son seul costume propre, désormais usé par le temps, et se rendit au bâtiment qui avait autrefois été son empire mais qui lui semblait maintenant écrasant. À la réception, une jeune femme, ne le reconnaissant pas, le regarda avec un mélange de pitié et de curiosité en annonçant son arrivée. L'ascenseur le mena au dernier étage où chaque coin renfermait des souvenirs de sa vie passée. Les murs autrefois ornés de plaques commémorant ses réalisations affichaient maintenant des œuvres d'art créées par des enfants en situation de handicap. La transformation du bureau reflétait parfaitement le changement de leadership. Samuel se tenait près de la fenêtre dans ce qui était autrefois le bureau de Matthew. Le contraste entre père et fils était frappant. Samuel, poli et confiant dans son costume sur mesure, et Matthew, vieillissant et humble dans ses vêtements effilochés. La tension dans la pièce était presque palpable. « Veuillez résumer, Monsieur Bennett » dit Samuel par l'interprète. Matthew fut frappé par la formalité des mots de Samuel.
Samuel continua, « J'ai suivi votre travail à la soupe populaire, c'est un rebondissement intéressant du destin, ne trouves-tu pas ?» Matthew peina à garder son calme alors que Samuel feuilletait les documents sur son bureau. « J'ai lu les rapports sur vos efforts là-bas, » poursuivit Samuel. « Il semble que vous ayez enfin réalisé qu'il y a plus dans la vie que le pouvoir et l'argent. » Chaque mot portait le poids des années de douleur. « Samuel, commença Matthew, mais son fils le coupa d'un geste ferme. « Je ne t'ai pas appelé ici pour entendre des excuses, » déclara Samuel. « Je t'ai appelé parce que la fondation de l'entreprise envisage de financer la cuisine communautaire où tu travailles. » La révélation surprit Matthew. « Pourquoi ?» réussit-il à demander. Samuel parvint finalement à le regarder dans les yeux. « Parce que, contrairement à toi, je ne laisse pas le passé obscurcir mon jugement. La cuisine fait du bon travail et mérite du soutien, peu importe qui y travaille. » La conversation se tourna vers Samuel exposant les détails du programme de soutien communautaire. Matthew écouta en silence, impressionné par le leadership de son fils et son sens inébranlable de la justice. Lors de la réunion, Samuel présenta des graphiques et des diapositives montrant l'impact social de l'entreprise sous sa direction. Chaque projet avait désormais une composante de responsabilité sociale, expliqua-t-il, quelque chose qui n'avait jamais été priorisé durant la présidence de Matthew. La critique était subtile, mais Matthew ne pouvait l'ignorer. Il remarqua les nombreuses récompenses que Samuel avait reçues en peu de temps à la tête de l'entreprise, y compris une pour l'intégration des personnes handicapées dans la main-d'œuvre. L'ironie de la situation ne lui échappa pas. Le fils qu'il avait rejeté à cause de sa condition était désormais un phare de résilience et de réussite. « J'ai lu à propos du garçon qui aide à la cuisine, » dit Samuel. « Martin, n'est-ce pas ?» Matthew hocha la tête, surpris. « Son histoire me rappelle quelqu'un, » ajouta Samuel, son expression impénétrable. Le message non dit fit que Matthew baissa la tête en honte. Teresa entra dans le bureau avec des documents et fit une brève pause, observant père et fils ensemble après tant d'années. L'air était si chargé de tension qu'il en devenait presque étouffant. Samuel signa les papiers sans lever les yeux, tandis que Matthew regardait Teresa avec un mélange de gratitude et de regret. La réunion continua alors qu'il finalisait les détails du programme de soutien. Samuel maintenait un ton strictement professionnel, mais Matthew pouvait sentir la tempête d'émotions bouillonner sous son calme apparent. Chaque geste, chaque regard parlait des années de douleur et d'absence. Le programme inclura des cours d'art, expliqua Samuel. Je sais par expérience personnelle à quel point l'art thérapeutique peut être pour un enfant en douleur. Ces mots frappèrent profondément Matthew, évoquant des souvenirs des dessins que Samuel créait autrefois à l'orphelinat. Un moment particulièrement tendu survint lorsque Samuel montra des photographies de ses récentes œuvres d'art. Matthew reconnut immédiatement le même talent que Madame Rosemary avait loué des années auparavant. « Je suppose que je devrais te remercier, » dit Samuel, sa voix teintée d'ironie. « L'abandon m'a poussé à trouver ma voie à travers l'art. » La lueur dorée du fin d'après-midi s'estompa alors que Samuel concluait enfin la réunion. « Les fonds seront transférés directement à la cuisine communautaire, » expliqua-t-il. « Tu n'y auras pas accès pour des raisons évidentes. » Matthew acquiesça, reconnaissant le manque de confiance, et se leva pour partir. Il trouva le courage de poser une dernière question. Samuel maintenait un ton strictement professionnel, mais Matthew pouvait sentir la tempête d'émotions bouillonner sous son calme apparent. Chaque geste, chaque regard parlait des années de douleur et d'absence. Matthew acquiesça, comprenant que le pardon, s'il venait un jour, serait un processus lent. De retour à la cuisine communautaire, Matthew trouva Martin en train de dessiner. Le garçon montra fièrement sa dernière œuvre, une image de deux personnes, une grande et une petite, se tenant la main. « C'est nous », expliqua Martin avec un sourire. Des larmes menaçaient de remplir les yeux de Matthew alors que la nuit tombait sur la ville. Il rentra chez lui, modeste, les lumières du bâtiment de Bennett Construction brillant au loin, un rappel constant de son passé et de la personne incroyable que son fils était devenu. Les jours suivants passèrent avec un nouveau sens de clarté. Chaque fois que Matthew aidait un enfant à la cuisine ou écoutait des histoires de lutte et de résilience, il comprenait mieux le parcours de Samuel. Son fils n'avait pas seulement survécu, il avait prospéré. À la fin de la semaine, un petit colis arriva pour Matthew à la cuisine. À l'intérieur se trouvait un carnet de croquis et une note pour les enfants. Monsieur Rosemary disait toujours que l'art guérit l'âme. C'était le premier geste personnel de Samuel, une petite étincelle d'espoir. Cependant, le destin avait prévu un moment crucial pour père et fils. Un matin d'hiver froid,
Samuel décida de visiter la cuisine communautaire pour superviser personnellement le programme de soutien. Il n'informa personne, même Teresa, qui avait longtemps servi de pont silencieux entre eux. Matthew était assis dans le coin artistique, aidant Martin avec un dessin particulièrement complexe, lorsque la porte s'ouvrit. Le silence soudain dans la pièce le fit lever les yeux. Là se tenait Samuel, posé et aussi poli que jamais, son expression impénétrable. Son interprète était, comme toujours, à ses côtés. « Monsieur Samuel », murmura Karina, la coordinatrice de la cuisine, le reconnaissant immédiatement grâce aux nouvelles. « C'est un honneur de vous avoir ici. » Samuel hocha poliment la tête, mais ses yeux restaient fixés sur la scène devant lui, son père, l'ancien magnate des affaires, assis sur le sol à côté d'un enfant, entouré de dessins et de crayons de couleur, inconscient du moment. Martin tenait fièrement son dessin. « J'ai fait ça », s'exclama-t-il avec excitation. Samuel s'approcha, étudiant le dessin avec un intérêt sincère. C'était une scène familière, un enfant et un adulte sous un arbre, semblable à ceux qu'il dessinait à l'orphelinat. « C'est vraiment bien », dit Samuel par l'interprète en souriant chaleureusement au garçon, puis en tournant son regard vers Matthew. « Je vois que tu as finalement appris à apprécier l'art des enfants. » Bien que parlé doucement, ces mots portaient le poids de décennies de douleurs non résolues. Sentant le besoin d'intimité, Karina organisa rapidement une activité extérieure pour les enfants, laissant seulement Samuel, Matthew et l'interprète dans la salle à manger. Le silence entre eux était presque assourdissant, rempli de mots non dits et d'émotions retenues. « J'ai observé le travail que tu fais ici », commença Samuel, ses mains bougeant fluidement alors qu'il signait. « Teresa me tient au courant, elle dit que tu as changé. » Ses yeux parcoururent le visage vieillissant de son père, cherchant la sincérité dans son expression. Matthew prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je ne te demande pas de me pardonner, Samuel. Je ne le mérite pas. Je cherche juste à être un homme meilleur que je ne l'étais. Chaque jour passé ici me rappelle la terrible erreur que j'ai commise avec toi. » Le regard de Samuel se tourna vers les dessins sur les murs, s'arrêtant sur un qui en montrait deux figures s'embrassant. « Madame Rosemary a gardé tous mes dessins de l'orphelinat, dit-il. Même les premiers, ceux que j'ai faits juste après que tu m'aies abandonné. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Matthew, emplis de tristesse. Il parlait de toi. Des larmes coulèrent sur le visage de Matthew. « Pas un jour ne passe sans que je ne regrette ce que j'ai fait, » avoua-t-il, la voix brisée. « Je te voyais comme un fardeau, une source de honte, alors que tu étais en réalité un cadeau que je n'ai pas su chérir. Voir l'homme que tu es devenu maintenant ne fait que rendre mon échec encore plus flagrant. » Samuel s'assit à l'une des tables de la salle à manger, faisant signe à son père de le rejoindre. Depuis des années, il signait « J'ai versé toute ma douleur dans mon article. » Chaque dessin était une façon de crier ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. Madame Rosemary a été la première à réaliser que mon silence n'était pas une faiblesse, mais une forme différente d'expression. La vie a une façon étrange d'enseigner des leçons, continua Samuel. Tu m'as quitté à cause de ma condition, mais cette même condition est devenue ma plus grande force. Pendant que tu construisais des gratte-ciel, j'apprenais à construire des ponts entre les gens. Matthew absorbait chaque mot traduit comme s'ils étaient de l'eau apaisant une longue soif. Quand je t'ai vu pour la première fois dans la salle de réunion, poursuivit Samuel, j'ai ressenti à la fois de la fierté et de la honte. Fierté pour l'homme que tu es devenu et honte de ne pas avoir été là pour t'aider en cours de route. L'autre jour, je suis retourné à l'orphelinat. Madame Rosemary est toujours là, aidant des enfants comme moi. Elle m'a montré quelque chose qu'elle avait gardé toutes ces années. De son sac, il sortit un vieux dessin en lambeaux, le premier qu'il avait fait après avoir été abandonné. Il représentait un petit enfant tendant la main vers une silhouette qui s'éloignait. Pour la première fois dans leur conversation, les mains de Samuel tremblaient légèrement alors qu'il signait. Depuis des années, ce dessin symbolisait ma douleur, mais maintenant, en voyant ce que tu fais ici avec Martin et les autres enfants, je pense que peut-être, juste peut-être, les gens peuvent vraiment changer. Je n'essaie pas d'effacer le passé, poursuivit Samuel. Ce que tu as fait a laissé une marque sur ma vie que je n'oublierai jamais, mais te voir travailler avec ces enfants, surtout Martin, me donne de l'espoir, l'espoir d'un nouveau départ. Les fenêtres de la salle à manger étaient inondées de la lumière de l'après-midi, baignant la scène dans une lueur dorée chaleureuse. Père et fils, séparés par des années de douleur, partageaient un moment de vérité alors qu'ils se regardaient vraiment pour la première fois depuis des décennies. « Je ne te demande pas de m'appeler père, dit doucement Matthew. Je n'ai pas mérité ce droit.
Tout ce que je demande, c'est la chance de te montrer que l'homme qui t'a abandonné n'existe plus. J'ai compris, même si c'est trop tard, la valeur de l'amour inconditionnel. Samuel sourit et se dirigea vers le mur où étaient exposés les dessins des enfants. Tu sais, commença-t-il, chaque fois que Teresa me parlait de ton travail ici, je ne voulais pas croire que tu avais vraiment changé. Je pensais que c'était juste ta façon de chercher la rédemption. Mais maintenant, en te voyant avec ces enfants, surtout Martin, je vois quelque chose de réel. Le pardon, dit Samuel, n'est pas quelque chose que l'on peut forcer. C'est comme l'art, ça doit couler naturellement du cœur. Il se tourna vers son père. Je ne peux pas promettre que les choses seront jamais comme elles auraient dû être, mais je suis prêt à essayer de construire quelque chose de nouveau. La porte de la salle à manger grinça et Martin apparut, s'étant échappé des activités à l'extérieur. « Puis-je continuer à dessiner » demanda-t-il timidement. Samuel et Matthew échangèrent un regard, puis partagèrent leur premier sourire sincère. Les trois s'installèrent dans le coin artistique. Samuel prit un crayon et commença à dessiner avec des traits confiants, captivant Martin. Matthew regardait avec admiration son fils, le garçon qu'il avait abandonné à cause de supposées limitations, enseignant et communiquant avec une grâce qui transcendait les mots. « Peut-être, dit Samuel par l'interprète en esquissant, pourrions-nous étendre le programme artistique ici, le rendre plus formel avec des instructeurs formés. » Matthew acquiesça, comprenant que c'était la façon de Samuel de construire un pont entre eux. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Teresa arriva à la salle à manger. Elle s'arrêta à la porte, les larmes aux yeux en voyant la scène. Samuel et Matthew assis ensemble, aidant Martin avec son dessin, les trois perdus dans un moment de connexion qui transcendait le passé. L'art, comme Madame Rosemary l'avait dit un jour, a le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. Dans ce moment calme mais profond partagé par Samuel et Matthew, ces mots n'avaient jamais été aussi vrais. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!